Bonjour à toutes et à tous. Un tout grand merci d'être présent aujourd'hui. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui un colloque qui vous sera donné par le docteur Gaëtan Le Tesson, qui est médecin chef de service de la médecine nucléaire. Et bonjour Gaëtan. Nous allons vous présenter aujourd'hui un colloque sur le lien entre le développement durable et le secteur du milieu hospitalier. Alors un tout petit mot d'introduction. Donc aujourd'hui vous venez écouter le docteur Le Tesson simplement parce qu'on a décidé cette année de faire une première qui est en fait un ensemble d'activités en lien avec le développement durable, et nous avons appelé ça le Festival du Durable, le SPI Durable Festival, qui a commencé d'ailleurs cette semaine par une série d'activités de promotion du durable au travers de la Semaine européenne de la mobilité. Et donc, vous aurez l'occasion, si vous le désirez, de participer à toute une série d'activités en lien avec le développement durable. Mais je vais surtout laisser la parole au docteur Le Tesson qui va vous faire un exposé sur le milieu hospitalier et le lien avec le développement durable. Merci Frédéric. Bien, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce colloque. Alors, la première question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi est-ce que moi, en tant que médecin, je commence à m'intéresser à cela et je fais un exposé sur ce genre de choses-là. Ce n'est pas mon core business de base, c'est de soigner des gens et d'aider des gens dans leurs problèmes de santé. C'est assez personnel, en fait. Et ça me prend toujours à la gorge quand j'en parle, simplement parce que c'est également une nécessité de famille, en fait. Pour moi, il est vraiment important de s'intéresser à cela, et vous verrez que l'hôpital est un acteur primordial dans le développement de la santé et dans le développement durable, parce que l'un ne va pas sans l'autre d'une certaine manière. Et si l'hôpital ne s'intéresse pas à cela, forcément, les autres acteurs auront du mal à se dire qu'il y a une nécessité et une obligation morale, je dirais presque, de le faire. Et donc, la question de l'exposé, pourquoi l'hôpital doit être ou devenir un acteur incontournable du développement durable, vous verrez très rapidement que mon opinion, elle est déjà faite. Il doit l'être. C'est une nécessité, comme je l'ai dit, morale, si ce n'est une obligation pour les générations futures. Et dans ce contexte-là, on a parlé d'un moment d'inspiration lorsque on m'a proposé de faire ce colloque. Alors, on va prendre une bonne inspiration et puis on va d'abord faire une belle descente pour vous montrer à quel point les choses sont importantes à prendre en compte et surtout qu'elles sont multifocales. Et donc pour cela, dans le cadre de l'introduction, on va respirer un bon coup et puis on va rentrer dans une abîme qui n'est pas très jolie en soi. Parce que ce coucher de soleil, il est magnifique, mais il serait bien plus beau s'il n'y avait pas toutes ces ordures en premier plan. Et malheureusement, ce genre de décharge se multiplie de plus en plus et on a du mal à pouvoir les gérer. Pourquoi ? Parce que nous avons des déchets de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. Ce coucher de nouveau de soleil serait magnifique sans toute cette fumée et ces dégagements, notamment de CO2 ou d'autres particules qui posent problème dans l'atmosphère et pour la santé. Alors quand c'est comme ça, on se dirait qu'on prendrait bien un petit bain pour se faire du bien, sauf que nos mers, on les prend pour des poubelles aussi. Alors bon, si on ne sait pas se baigner, on pourrait aller se balader. Et on pourrait aller se balader, très certainement, mais on peut se balader malheureusement, et il suffit de regarder autour de soi pour voir que malheureusement, pas à ce niveau-là, pas autant que l'image que vous avez devant vous, mais nous avons de plus en plus de détritus, par une question d'incivilité ou bien juste parce que les gens ne se rendent pas compte de l'importance que cela a. Mais on voit également autre chose ici, c'est le problème des inégalités sociales. Et parfois, elles sont tellement flagrantes qu'elles sont grossières, vraiment grossières. Vous voyez cette espèce de favela qu'il y a d'un côté et cette espèce d'hôtel de luxe avec des piscines à tous les étages. C'est révoltant. Fondamentalement, quand on voit cela, c'est révoltant. Vous allez vous demander pourquoi je parle de ça dans le développement durable. Vous comprendrez dans quelques instants. Derrière ça, il y a aussi d'autres différences qui sont encore bien ancrées, les différences de genre. Et quand je dis genre, ce n'est pas juste hommes et femmes, mais l'entièreté des possibilités et du spectre qui existe actuellement. Quoi d'autre ? Les gens sont parfois dans des situations qui leur sont imposées par la guerre, par les cataclysmes, par les problèmes liés au développement climatique et au changement climatique. Et ces personnes sont dans des situations précaires. Tout cela, c'est réellement le monde d'aujourd'hui, malheureusement. Alors, est-ce que les hôpitaux sont plus blancs que blancs dans cette histoire-là ? Non, on a beaucoup de déchets aussi, énormément de déchets, qu'ils soient d'ordre pharmaceutique, ou qu'ils soient d'ordre plastique ou d'utilisation. Nous avons énormément de déchets. Et nous utilisons énormément de ressources également. Elles sont nécessaires. Ce n'est pas une critique quand je dis ça, c'est juste une constatation. On utilise beaucoup d'eau, notamment pour tous les soins, mais également pour tout ce qui est nettoyage, assainissement. C'est une nécessité, mais il ne faut pas oublier que ça consomme énormément.
Et puis, nous avons également une consommation énergétique qui est importante pour les chauffages, pour la climatisation. Elle est également importante au niveau électrique pour tous les dispositifs dont nous disposons et dont nous avons besoin pour s'occuper convenablement des patients. Dans ce contexte-là, il y a également la mobilité qui intervient. Cette mobilité qui impacte l'environnement direct de l'hôpital, qui impacte donc à la fois les patients, le personnel, mais également les gens qui entourent l'hôpital. Et parfois même de manière plus large au niveau régional, avec tout le transport de fret que ça peut entraîner. Dans ce contexte-là, je voulais poser cela pour comprendre ce dont on va parler. Parce que quand on parle de développement durable, souvent on a une vision environnementale de la chose. Mais c'est bien plus complexe que cela. Et donc, on va redéfinir un peu c'est quoi le développement durable. Le développement durable, en fait, vient d'une espèce de prise de conscience écologique dans les années 70. Et il y a eu le premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972 qui, en définitive, a donné un espèce de manifeste qui s'appelle « Notre avenir à tous », qui, au final, en 1987, est arrivé avec le rapport de Brundtland qui définit le développement durable. Et ce développement durable est un développement qui doit à la fois penser aux générations présentes pour qu'elles puissent continuer à vivre normalement, mais penser aux générations futures pour qu'elles puissent continuer à vivre tout aussi normalement, voire mieux. Et cela, avec un leitmotiv et quelque chose qui est très récurrent, c'est qu'il faut voir ça de manière très globale, parce que ça touche l'entièreté de la planète, mais nous ne pouvons pas agir sur toute la planète, nous pouvons agir uniquement localement. Et donc, ce leitmotiv, c'est penser globalement et agir localement. Et notamment dans ce contexte-là, toute une série d'entreprises, dont les hôpitaux, ont lancé les RSE, les responsabilités sociétales des entreprises. Et ces responsabilités visent 3 axes principaux. Les aspects sociaux, environnementaux et économiques. Pourquoi ces 3 axes-là ? Eh bien, il faut aller au 3e sommet de la Terre, qui s'est fait à Rio de Janeiro, et qui a défini en fait ce qu'était le développement durable et les piliers sur lesquels ce développement durable devait s'appuyer. Et ils sont quoi, ces piliers ? Eh bien, ils sont effectivement l'aspect sociétal, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Et si on y réfléchit bien, c'est on ne peut plus logique. Si on base tout sur l'environnement, il est clair que certains choix vont avoir des impacts sur les personnes, vont avoir également des impacts sur les aspects économiques. On ne peut pas faire tout n'importe comment. Et donc, si on ne pense qu'environnement, on aura un impact négatif potentiel sur l'aspect sociétal et sur l'aspect économique. Prenez l'aspect sociétal, c'est la même chose. Si on ne pense qu'à faire du bien aux gens, forcément, il y aura un impact potentiellement négatif sur l'environnement, et économiquement, ça peut poser problème. Et si on ne pense qu'à l'économie, malheureusement, des problèmes arriveront également au niveau sociétal et au niveau environnemental. La seule façon de pouvoir arriver à ce centre qui est le développement durable, c'est d'agir sur ces 3 piliers en même temps pour avoir un effet synergique qui permettra d'arriver à cette volonté de durabilité. Pour cela, il y a une gouvernance qui doit être mise en place, mais la gouvernance toute seule ne peut rien. Pour ça, il faut qu'on soit partenaire. Il faut que les gens soient partenaires, qu'ils acceptent de rentrer dans cette démarche, à la fois dans les institutions qui les mettent en place, mais également avec les partenaires extérieurs. Et donc tout cela s'appuie également sur du partenariat interne et externe, sans quoi ça ne fonctionne pas. Alors au-delà de ça, il y a encore eu une démarche complémentaire que l'ONU a fait à partir de 2012 et qui s'est concrétisée en 2015 par l'arrivée de 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU avec une visée à 2030 et qui prend 17 points qui permettent d'arriver à agir sur tous ces aspects, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. Dans ce contexte-là, les institutions de soins sont surtout touchées par le 3e point, bien-être et bonne santé. Mais si on regarde de plus près, tous les objectifs peuvent être également touchés par les structures de soins. Et donc, il est vraiment important de bien comprendre que le développement durable n'est pas juste un aspect environnemental ou climatique, mais qu'il est un aspect qui touche à la fois aux sociétés et à ses déséquilibres, et à la fois à l'économie et à éventuellement sa régulation, pour permettre justement une belle harmonie générale. Et donc, maintenant, venons-en au cœur de l'exposé, c'est-à-dire l'institution de soins que j'ai donc mis au centre, avec toute une série d'éléments périphériques que je vais développer au fur et à mesure. Mais la première chose, j'ai montré quelques images de pollution liées aux institutions de soins, mais sommes-nous réellement aussi impactants que ce que semblent le montrer ces images ? Eh bien, l'institution de soins, il faut savoir que globalement, elle génère 2 fois plus de consommation énergétique au mètre carré. Pourquoi, vous allez me dire? C'est une question de logique, il faut s'occuper des patients, beaucoup plus d'illumination. Les chauffages sont mis de manière différente. Il y a toute une climatisation pour permettre également les soins. Tous les appareillages qui fonctionnent. Et donc, globalement, l'hôpital utilise 2 fois plus d'énergie au mètre carré qu'un bâtiment conventionnel. Derrière ça, le Lancet, qui est une des revues les plus célèbres au niveau médical, a lui-même calculé qu'une chirurgie
générait entre 150 et 320 kg de CO2 par chirurgie. Traverser la moitié de la France avec une voiture, ça en fait 120. Vous voyez l'impact CO2 qui est derrière cela. De nouveau, on estime que globalement, en moyenne sur la planète, les institutions de soins sont responsables de 5% de l'émission des gaz à effet de serre. 5%, ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est quand même 5%. Derrière ça, il y a aussi la consommation d'eau. Et quand vous voyez les chiffres que je viens d'afficher, la consommation d'eau par lit est énorme. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Si, les soins demandent de l'eau, les traitements demandent de l'eau, les nettoyages, après le passage du patient, demandent de l'eau. Les repas demandent de l'eau, de leur prise en charge jusqu'au nettoyage de la vaisselle. Tout cela, dans une institution qui comporte beaucoup de personnes, génère une perte et une utilisation d'eau énorme. Là-dessus, on peut encore épiloguer. La France montre qu'on fait plus ou moins 1 tonne de déchets par lit par an. C'est énorme, c'est énorme. Et derrière ça, le Lancet, à nouveau, a bien stipulé dans un article en 2018 que le changement climatique est un des risques majeurs pour la santé mondiale. Des chiffres pour cela ? L'OMS ne s'est pas privée pour le faire savoir. Des chartes de médecins se sont multipliées depuis quelques années pour alerter les pouvoirs publics sur l'impact sur la santé que vont avoir les changements climatiques notamment. Des chiffres ? On estime qu'à partir de 2030, il y aura plus de 250 000 décès supplémentaires impactés par le changement du climat. Un autre chiffre, plus financier celui-là, on estime que ces dépenses de soins de santé à partir de 2030 liées au changement climatique vont augmenter de 2 à 4 milliards par an. Et donc ne rien faire, c'est se tirer une balle dans le pied, clairement, pour nous et surtout pour les générations futures. Encore un autre point, c'est que les institutions de soins interviennent directement dans le tissu économique et social local. Et donc elles ont un poids également dans cet aspect-là, et ça j'y reviendrai dans le développement plus tard. Repassons par cette espèce de petit mandala, on va l'appeler comme ça, pour venir à la première chose qui vient en tête, c'est les déchets. Ces déchets, forcément quand on dit déchets, on va penser à tri sélectif. Deux types de déchets sélectifs principaux, les déchets organiques et les déchets non organiques. Si on trie, ce n'est pas pour juste les jeter après, c'est également pour faire du recyclage. Alors dans ce qui est organique, dans les hôpitaux, il y a des déchets qu'on appelle de type B2, qui sont des déchets beaucoup plus toxiques, beaucoup plus biologiques, infectieux potentiellement. Ça, leur gestion doit être forcément différente, mais quand même impactante, parce qu'il faut transporter ces déchets, et puis ils sont la plupart du temps incinérés et gérés. Mais ça a donc un impact. Donc il faut réfléchir sur la manière dont on achemine ces déchets, dont on les utilise, et dont on peut effectivement faire une espèce de valorisation de ces déchets, malgré cet aspect toxique, ou infectieux, ou simplement biologique. On appelle ça du biohazard, c'est le symbole qui est apparu. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre d'organique dans un hôpital ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'utilisation organique ? Les cuisines, bien entendu. Et des cuisines collectives qui font des repas, non seulement pour les patients hospitalisés, mais également pour le personnel, voire même des gens qui viennent pour simplement manger à l'hôpital parce qu'ils sont venus pour une consultation en polyclinique, ou bien simplement parce qu'ils estiment que le restaurant est bon. Mais donc, quand on fait énormément de cuisine, forcément on peut avoir des surplus. Et donc la valorisation de ces surplus excédentaires doit être également en vision pour pouvoir essayer d'éviter des pertes et donc des choses qui sont inutilement perdues. Et donc, transférer ces surplus excédentaires vers des filiales pour essayer de donner des repas à des personnes moins favorisées, par exemple, avec la condition, bien entendu, que les excès excédentaires n'aient pas été touchés par les patients. C'est logique, il ne faut pas qu'il y ait de contamination et de sortie de ce qui est dans l'hôpital. Mais c'est quand même quelque chose auquel il faut bien réfléchir. Quoi d'autre ? Il y a tous les déchets liés à la cuisine. Et là, notamment la Citadelle, est déjà dans une procédure de biométhanisation de ces déchets. Ils sont donnés de telle manière à pouvoir engendrer quoi ? Reproduire de l'énergie grâce à ces déchets. Et là, on rentre dans un système déjà plus circulaire. Après l'organique, revenons au non-organique. C'est les matériaux d'une manière générale. Alors on va parler des matériaux solides. La première chose qui vient en tête, c'est les cartons et les PMC. Mais il faut savoir que dans les hôpitaux, on utilise énormément de dispositifs qui possèdent des particularités de type matériel très spécifiques. Notamment en chirurgie, il y a beaucoup de métaux différents qui sont utilisés. Et il y a déjà des pratiques de triage spécifiques de toute une série de métaux dans les salles de chirurgie pour leur permettre d'être remis en circulation et d'être réutilisés. On revient de nouveau dans cette idée de circularité de l'économie et de l'utilisation. Mais il y a aussi d'autres types de déchets non organiques, les gaz anesthésiants notamment. Alors le protoxyde d'azote, on essaie de le supprimer, mais il y a d'autres gaz, notamment les types halogénés.
Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ces gaz, en fait, sont des gaz de type à effet de serre. Il faut savoir que quand on les utilise dans les salles d'opération pour les anesthésies, ces gaz, en réalité, sont consommés juste à 5-10% par le patient. Le reste est éliminé par sa respiration et, jusqu'à présent, était éliminé par des hôtes dans l'atmosphère. Or, il commence à exister des systèmes de filtration de ces gaz qui permettent de les récupérer, de renvoyer ces filtres aux firmes qui reconditionnent les gaz et qui les remettent en circulation, jusqu'à 10 à 15 fois. C'est important d'y penser pour éviter de générer des déchets. Mais je parle de déchets qui sont faits. Mais fondamentalement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas, c'est celui qu'on ne génère pas. Et il y a un des déchets dont je parle quelques fois dans l'exposé ici, mais que je n'ai pas cité et que je n'ai pas marqué, c'est le CO2. Et on peut agir justement sur ce CO2, déjà dans tout ce que je viens d'expliquer, mais également dans l'amont, dans tout ce qui va amener à consommer ces dispositifs pour obtenir des déchets au final. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Agir sur le packaging, par exemple, agir sur les origines ou les trajets de tous ces dispositifs, de tout ce fret que nous avons, dont nous avons besoin. Et forcément, quand on parle de trajet d'origine, on va penser à du circuit court, notamment pour la cuisine, mais pour toute une série d'autres dispositions. Ces circuits courts vont avoir un impact direct sur ce qu'on appelle la mobilité, j'y viendrai tout à l'heure. Mais il y a d'autres choses auxquelles on peut penser, c'est le packaging. Réfléchir dans le cadre des marchés publics à trouver des critères qui nous permettent de donner à des entreprises qui ont des packagings qui sont moins lourds en termes énergétiques et en termes de développement CO2, peut-être quelque chose d'intéressant, parce que ça permettra d'avoir un impact nous-mêmes en amont sur cela. Et quand je parle de packaging, c'est réellement, plus on met de couches autour de quelque chose qu'on va utiliser, plus c'est polluant. Et on peut agir sur cela. Parfois même, pour différents packagings, ils sont envoyés à l'autre bout de la planète pour revenir sur place. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut veiller pour essayer de les éviter. Quoi d'autre encore pour agir? On peut agir sur les émissions en trouvant des manières alternatives, notamment pour les cuisines. Alors, il va sans doute y avoir des mous un peu dégoûtés avec ce que je vais dire, mais l'utilisation de farine d'insectes devient de plus en plus importante, et je suis persuadé que plusieurs d'entre vous ont déjà mangé des choses où ils ne savaient pas que c'était de la farine d'insectes qui avait été utilisée. Par contre, la production de cette farine est nettement moins énergivore que les protéines animales conventionnelles. Et donc, c'est également des choses auxquelles il faut penser. Ça change de mentalité, mais il faut y penser. Après ce petit tour dans les déchets et cette volonté de circularité que j'ai exprimée, il faut se rendre compte que tout cela, avec les circuits courts, l'altérité, les productions, l'effet sur l'environnement, on a un impact direct sur le tissu économique et social de l'hôpital à travers ces déchets. Et rien que là, vous voyez que les 3 piliers sont représentés. L'environnement, l'économique et le social. On retrouve les 3 rien qu'en parlant des déchets. Parlons de l'eau. Je l'ai cité tout à l'heure comme étant un élément relativement conséquent en termes d'utilisation par l'hôpital. Que pouvons-nous faire? Forcément, d'abord, la rationaliser. La rationaliser comment? Déjà, en utilisant, par exemple, plutôt que des robinets conventionnels, des robinets avec détecteurs de mouvement. Ça permet d'éviter que pendant qu'on se lave les mains, ça continue à couler. C'est une bêtise. Mais quand on voit le nombre de robinets et le nombre de fois dont nous devons, en tant que médecins et tout le personnel paramédical, se laver les mains, croyez-moi que ça fait des litres, des centaines, voire peut-être des milliers de litres au final sur une année. Ce n'est pas rien. Quoi d'autre? Proposer des mitigeurs qui donnent une température directe. Ça évite de chipoter avec l'eau chaude et l'eau froide. Le temps qu'elle soit bonne, c'est de l'eau qui est perdue et qui n'est pas utilisée. Quoi d'autre? Des systèmes brise-jets qui permettent d'utiliser moins d'eau pour la même efficacité. Tout cela permet de rationaliser l'utilisation de l'eau. Ça a un coût, mais au final, on dépense moins d'eau et donc il y a un coût en retour positif au final. Quoi d'autre? De la récupération d'eau. Alors la première chose, c'est de la récupération de l'eau de pluie, bien entendu. L'eau de pluie, avec des surfaces comme la plupart des institutions de soins, permettent de récupérer beaucoup d'eau. Alors forcément pas pour un usage médical, mais par contre pour les chasses d'eau par exemple, pour arroser les environnements de l'hôpital ou tout l'aspect intérieur, verdure de l'hôpital. Mais on parle de récupération, on peut très bien récupérer également des eaux usées de l'hôpital et les assainir. Alors, quand je dis assainir, ce n'est pas les grands épurateurs avec les espèces de grands bras qui tournent comme ça, que l'on voit parfois, mais bien des épurateurs beaucoup plus locaux, qui sont à taille de maison en réalité, qui permettraient soit de rejeter une eau beaucoup plus pure vers l'extérieur, soit de reprendre cette eau en récupération et de la réutiliser, bien entendu. Et il y a un autre point qui peut être mis, et là on abordera sur le cadre de vie, c'est qu'on peut faire de la phytoépuration. On peut mettre des plants de plantes liées à de l'eau sale, de l'eau grise,
qui peut être épuré par les plantes. Ça permet en définitive d'avoir un effet direct à la fois sur l'environnement, mais également d'assainissement de l'eau. Tout cela sont des choses qui peuvent être pensées et qui doivent être envisagées. Après l'eau, autre point crucial, encore plus à l'heure actuelle, vu les prix qu'elle nous coûte, c'est l'énergie. Ah, il va falloir faire un petit geste sur le PowerPoint, il s'est bloqué. Un CTRL-ALT-Delete, enlever le PowerPoint et le rallumer. Bon, tant que c'est une petite pause, je ne vois pas d'inconvénient. Parce que ici, c'est quand même des projets assez globaux. Oui. Vous donnez, enfin, vous suggérez, mais est-ce qu'il n'y avait pas un groupe de travail qui était... J'y viendrai tout à l'heure. Comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement un groupe de travail et j'y viens dans la conclusion. Voilà. Donc, le point suivant, en fait, c'est sur l'énergie principalement. Et comme je l'ai dit, l'énergie actuellement est un point crucial, notamment par la nécessité de la gérer convenablement, mais également parce qu'elle nous coûte énormément actuellement. Et ça nous oblige à la penser différemment, à la travailler différemment et, en définitive, à arriver à une gestion beaucoup plus raisonnée de l'énergie et donc d'obliger à des modifications comportementales. Cette énergie, la première chose que l'on peut voir en tête, voilà, merci beaucoup, c'est l'isolation qui est nécessaire. Forcément, des bâtiments mieux isolés sont des bâtiments qui perdent moins d'énergie, très clairement. Mais au-delà de cette isolation, on peut parler de la production. La production d'énergie, forcément, d'abord, on pense au thermique, au nucléaire, et puis il y a toutes les versions alternatives plus vertes. Et par exemple, il y a le solaire, et pour la cause, l'hôpital de la Citadelle notamment a un parc solaire sur son toit déjà actuellement. Ça produit une partie de l'électricité que nous utilisons. Mais ce n'est pas tout. On peut penser à l'éolien. Alors forcément, des éoliennes de la taille de celles que vous voyez tourner ne peuvent pas être mises sur un toit d'un bâtiment. Mais il existe d'autres structures qu'on appelle des statoéoliennes, qui peuvent être mises sur des toits, dans des zones de courant d'air, et qui peuvent capter une partie de ce courant d'air et la transformer en énergie. Ça peut même être esthétique en réalité. Quoi d'autre ? Je l'ai déjà cité tout à l'heure, la biométhanisation par exemple. Utilisation d'autres sources thermiques. Et forcément, qui dit source thermique, dit déperdition, et donc la cogénération, en termes de chaudière ou autre, est vraiment primordiale. Et nous le faisons déjà également ici à la Citadelle. Quoi d'autre ? Des pompes à chaleur. Pompes à chaleur qui permettent d'aller récupérer la chaleur de l'extérieur, voire de l'éliminer en sens inverse quand il fait trop chaud. D'autres solutions, un peu plus exotiques celles-là. Des solutions avec des structures podales qui, lorsqu'on marche dessus, génèrent de l'électricité. En fait, il y a des boîtes de nuit qui s'éclairent grâce à cela. L'énergie que vous dépensez en dansant, il la transforme en électricité pour les lumières qui vous permettent d'être sous les spotlights. Mais vu le chaland qui existe dans des hôpitaux, on pourrait envisager, ce n'est pas une certitude, il faut voir économiquement si les choses tiennent le coup, de mettre effectivement des systèmes podaux dans les zones de chaland importants. Ça suffirait à donner l'éclairage dans ces zones-là. Mais après la production, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la gestion, bien entendu, la gestion de cette électricité. Et la première chose, c'est de le faire intelligemment, en utilisant notamment des détecteurs de mouvement, là où il y a des interrupteurs qui parfois sont oubliés, avec des lumières qui restent allumées toute une nuit. L'autre chose, c'est de changer les lampes énergivores par des lampes plus frugales en énergie, comme les LED par exemple. C'est en cours également. Mais ce n'est pas tout. Cette gestion intelligente peut aussi aller un cran plus loin grâce aux derniers développements technologiques qui sont de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle couplée au circuit électrique permet de disposer de l'énergie là où c'est nécessaire, au moment où c'est nécessaire. Et donc de rationaliser cette utilisation d'énergie. Tout ça sont des dispositifs qui permettent, en définitive, d'être moins énergivores, tout en étant plus économes dans la production d'énergie et surtout dans la production, notamment de CO2. Au-delà de cette énergie, allons vers la mobilité. Et quand on parle de sortie de CO2, on y est en plein. La mobilité est cruciale dans un hôpital. Cruciale pour les patients qui doivent y venir, mais pour le personnel qui vient y travailler. Et ça fait partie du développement durable, parce que forcément, cette mobilité a un impact sur les gens qui sont autour des hôpitaux. Et dans l'hôpital également, parce qu'ils doivent y venir. Et dans ce contexte-là, la première chose qu'on pense, c'est la voiture, forcément. Mais il y a moyen, pour le personnel, je ne vais pas dire ça pour les patients, de faire du covoiturage. Et des plateformes informatiques qui mettent les gens en contact sont déjà existantes également. Mais c'est important d'y penser parce que ça diminue le volume de trafic. Quoi d'autre ? Forcément, des transports plus
en commun, avec des parkings de délestage, comme le fait le Citabus au Cora, qui permet de transporter et des patients et du personnel jusqu'à l'hôpital et retour. Ça permet de mutualiser le déplacement. Quoi d'autre? Forcément, l'utilisation de vélos, de plus en plus utilisé, de plus en plus fréquemment pris en compte par les travailleurs, peut-être pas vraiment par les patients, parce qu'ils ne sont pas toujours en état de le faire, bien entendu. Mais ce sont des choses qu'il faut mettre en place. Mais du coup, il faut aussi les infrastructures pour les accueillir. Et pour cela, notamment, nous avons un parking dédié à cela. Et il y a une politique pro-vélo ici au sein de la Citadelle, comme se voit notamment dans le festival. Beaucoup d'ateliers sont dédiés à cette utilisation du vélo. Quoi d'autre? Bien, j'ai parlé des patients et du personnel. Il ne faut pas oublier la mobilité liée à la logistique. Et ça impacte très fort et très rapidement l'environnement de l'hôpital. Et donc, il faut choisir avec soin les transporteurs pour le fret, de telle manière à essayer d'avoir de nouveau ce moindre impact en choisissant des structures qui réfléchissent également à ce développement durable, idéalement. Avoir également des zones d'accueil qui permettent d'essayer d'éviter qu'il y ait un croisement entre ce fret et les patients et le personnel, parce que ça génère effectivement beaucoup d'inconvénients locaux. Quoi d'autre? Même si les législations sont toujours en cours d'élaboration, il y a cette volonté d'utiliser notamment des drones médicaux, pour transporter toute une série de matériel. Forcément, ça désengage les structures de trafic, mais ça permet également parfois d'être plus rapide, de par les embouteillages et autres. Ce n'est pas encore parfaitement au point, mais c'est en cours. Et il y a déjà des tests qui ont été réalisés dans certains hôpitaux. Après la mobilité, ça impacte directement le point suivant, c'est le cadre de vie. Les hôpitaux s'inscrivent réellement dans l'ensemble du tissu local, que ce soit d'un point de vue économique, mais que ce soit également d'un point de vue personnel avec la population qui l'entoure et qui vient y travailler, qui vient pour y être soigné. Et donc on doit agir en termes de cadre de vie tant en interne qu'en externe. Comment peut-on faire? Mais pas uniquement en changeant l'environnement, on parle de choses plus personnelles. Et déjà, si dans une structure il y a une reconnaissance des compétences des gens, qu'elles soient d'ordre professionnel ou non professionnel, mais qui peuvent avoir un plus dans la structure, ça permet déjà d'avoir des interactions qui sont plus saines. Une reconnaissance des différences pour ce qu'elles sont et comme force qu'elles ont. Ces différences, nous avons eu d'ailleurs une campagne qui s'appelait « Je ne t'encadre pas ». Quand on le dit comme ça paraît un peu agressif, mais ça voulait dire juste que je ne veux pas t'encadrer dans quelque chose qui va t'enfermer. Et c'est important d'avoir l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que ça permet de la complémentarité. Et cette complémentarité permet aux gens de travailler en meilleure harmonie. Et là, on en vient à l'aspect sociétal du développement durable et à l'effacement des inégalités. Si on arrive à se reconnaître comme étant chacun des partenaires, forcément, le cadre de vie s'en trouve amélioré. On peut également avoir du développement au sein de la structure, avec des possibilités d'évolution. Et tout cela peut être fait grâce à toutes des formations, qu'elles soient d'ordre professionnel ou de formations qui peuvent avoir un impact sur votre propre vie privée, mais qui peuvent être offertes par la structure de telle manière à avoir un impact positif global. Quoi d'autre? Mais forcément les aménagements locaux pour le personnel, avec plus de verdure, plus de lumière, bonne aération, tout cela participe au bien-vivre des patients et du personnel. Mais bien sûr aussi tout l'environnement. Et la Citadelle, pour ça, a la chance d'être au milieu d'un parc. Le valoriser est, à mon sens, à la fois positif pour l'intérieur de l'hôpital, mais pour tout l'environnement de l'hôpital. On a en plus une zone Natura 2000 juste à côté de nous, avec les coteaux. Et puis toutes des activités peuvent être proposées également dans le contexte de ce cadre de vie. Des activités pour le personnel, qui leur permet de se retrouver, de s'entendre à des moments où ils ne sont pas sous pression professionnelle, justement. Ça permet de créer des contacts et d'autres liens. Mais ouvrir ces activités vers l'extérieur pour que les gens ne voient pas l'hôpital comme une forteresse où on n'y va que quand on est malade, par exemple. Et donc offrir des activités qui permettent aux gens de comprendre ce que nous faisons, comment nous le faisons et comment nous nous extériorisons, permet également d'améliorer le cadre global et pour les gens qui travaillent dans un hôpital et pour l'environnement de cet hôpital. Et c'est là que je viens à cet homme de Vétruve, parce que je vois réellement ce cadre de vie comme l'homme de Vétruve. À savoir que la médecine nécessite d'être rigoriste. On ne peut pas faire n'importe quoi, et pour atteindre l'excellence dont on veut se targuer, il est nécessaire de respecter les guidelines et de faire une médecine de qualité. Elle est carrée. Mais si on ne tient pas compte de l'aspect humain des gens, que les gens ne sont pas des pathologies, mais bien des gens malades, et qu'on ne comprend pas cela également avec le personnel et les gens qui nous entourent, on rate la cible d'humanisation de l'hôpital.
Et là, c'est l'aspect plus rond de l'ensemble. Et cela permet, selon moi, d'atteindre un bon équilibre entre la vie professionnelle, l'environnement et la vie privée. Au-delà de ça, j'ai mis un point lié à la pharmacie. Pourquoi on l'a un point à la pharmacie? Parce que de nouveau, ça va rencontrer les différents axes. En ce sens qu'on peut parler des déchets pharmaceutiques, du coût des traitements et de l'accessibilité aux traitements. Mais forcément, pour les déchets pharmaceutiques, je ne vais pas m'appesantir dessus. De nouveau, on parle de tri, de filtrage, de recyclage. Avec le point complémentaire que ce sont des structures plus toxiques. Et donc, il faut avoir un soin plus particulier avec elles. Et puis, j'ai dit le coût du traitement. Mais le coût du traitement, il ne devrait pas être là. Il devrait être là. Alors, vous allez me dire, en quoi est-ce que la pharmacie, notamment d'une structure hospitalière, peut avoir un impact sur les coûts des traitements et l'accessibilité aux traitements? Mais nous sommes de grosses structures. Dans un réseau, nous sommes encore de plus grosses structures et nous avons un poids financier. Et grâce à ce poids financier, on peut faire levier dans toute une série de domaines pour permettre à des gens d'accéder à des soins qui leur seraient peut-être inaccessibles de par leur coût ou par leur rareté. Et là, nous avons un rôle à jouer. Et là, vous voyez à nouveau que même la pharmacie s'inscrit dans l'environnement, dans l'économique et dans le social. On retrouve les 3 piliers du développement durable qui ont été cités tout à l'heure. Et puis, il restera le dernier point avant la conclusion, c'est l'aspect de la technologie. La technologie, en fait, on peut la voir de manière négative parce qu'elle est très énergivore, elle est consommatrice de toute une série de substances qui peuvent être très polluantes à l'exploitation, mais on peut la voir également comme une opportunité qui permet en réalité d'améliorer toute une série de paramètres, notamment par certaines IA qui peuvent avoir une gestion de l'électricité plus saine, mais également pour des gestions de données qui, une fois bien formatées, peuvent être utilisées pour améliorer les soins des patients et arriver à une médecine de demain où nous pouvons avoir un levier. Mais il ne faut pas laisser la technologie être son propre levier, sinon elle nous dépassera et on n'arrivera pas à la contrôler. Nous sommes le pivot et nous sommes l'agitateur du levier. Nous devons le comprendre pour pouvoir agir dessus. Parce que c'est grâce à cela qu'on atteindra des possibilités thérapeutiques qui commencent à se dessiner, mais qui vont bien au-delà de juste soigner les gens, mais plutôt de prévenir les problèmes de santé. Et du coup, on en arrive à également cet aspect plus social lié à l'utilisation de la médecine, grâce à cette prévention que les technologies permettront de faire. Et notamment à travers cet Internet des objets, tous des dispositifs qui prennent nos paramètres. Également l'intelligence artificielle, les imprimeries 3D. Récemment, une opération a été faite en première mondiale d'une prothèse faite par impression 3D sur base de l'os natif du patient, en orthopédie. Tout cela, associé aux dernières nouveautés technologiques, permettra d'arriver à quelque chose de bien plus positif. Et donc d'arriver à un bon équilibre, un bon accord entre ces technologies et nous-mêmes pour arriver à du mieux. Mais ça nécessite qu'on y fasse très attention pour ne pas que s'y intègre, de par le coût que ça peut donner, des inégalités sociales et des inaccessibilités dues justement à la problématique d'y accéder, d'avoir accès à ces technologies. Donc, j'ai parlé de manière globale des institutions de soins, mais dans tout ça, la citadelle. J'aime bien voir la citadelle comme cet homme de Vétruve, et vous verriez que le logo, en fait, ressemble parfaitement bien à cela. Nous avons la rigueur d'un hôpital pour tout ce qui est des soins. Et vous l'avez dans le H. Cette rectitude du H, c'est la rigueur que nous devons avoir pour l'excellence. Et nous avons cette rondeur humaine, comme l'homme de Vétruve peut l'avoir dans sa rondeur, pour gérer et avoir ses patients de manière complète, holistique, comme on peut le dire, globale. Et cela, ça n'a pas de prix parce que c'est comme ça qu'on soigne les gens. Pas parce qu'ils ont une maladie, mais parce que c'est une personne qui a besoin d'aide. Et le logo, moi, me fait penser à cela. Et pour cela, nous avons nos propres valeurs, le prendre soin, ce care qui est pris, qui sous-tend nos missions. Et nos missions, si vous les regardez, en fait, si vous les lisez, vous verrez qu'elles rejoignent la plupart des objectifs de développement durable si on y regarde de plus près. Mais tout cela, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons le faire avec les gens que nous soignons. Les patients sont des partenaires primordiaux dans le cadre de l'hôpital. Alors, est-ce que la citadelle s'inscrit bien dans cet axe-là ? Eh bien, effectivement, le dernier axe stratégique qui a été mis en place, le plan stratégique Boost 2020-2025, a en son sein un axe durable 360. Cet axe, en réalité, reprend les différents piliers qui ont été cités. Mais il s'appuie sur une stratégie qui existait déjà auparavant. L'ancien plan stratégique avait déjà mis en place toute une gouvernance de type durable, notamment en permettant le développement du télétravail avant le Covid. Donc il y avait déjà une structure en place qui se développait. Mais également, les panneaux solaires datent de cette première gouvernance.
On a également mis des ruches qui ont permis d'améliorer la biodiversité locale et d'apporter un plus par le miel qu'elles font. Circuit court. Également, mettre en place une fondation, la Fondation Citadelle. Fondation qui a pour mission principale l'humanisation des soins. Ça parle de soi-même. Et pour tout cela, eh bien, quand on regarde bien, on commence à toucher à énormément de ces objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Et effectivement, nous avons actuellement un groupe de travail qui est en cours, qui a travaillé sur justement quels sont les points forts et les points faibles de notre structure, à travers ces objectifs de développement durable, tout ça pour voir les enjeux que nous pouvons mettre en place, pour améliorer ce qui peut encore être amélioré, et on peut toujours améliorer, et renforcer les points faibles que nous avons pour en faire des points forts. Pour cela, il y a des enjeux qui ont été mis en place, il y a des partenaires qui vont devoir être trouvés, que ce soit en interne ou en externe, puis forcément une mise en œuvre et une communication qui permettra d'avoir à toutes ces personnes qui vont nous entourer l'opportunité de nous aider dans ce travail d'objectifs de développement durable. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi? Alors là, je vais avoir de nouveau des trémolos dans la voix, excusez-moi, mais c'est simplement parce que c'est pour nos enfants qu'on le fait. Désolé. J'ai 4 filles et ça me porte beaucoup ce genre de choses-là. On a une nécessité de faire cela, d'un point de vue moral. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, c'est eux qui en pâtiront, excusez-moi. Désolé. J'avais essayé de ne pas pleurer, mais c'est difficile. Quoi qu'il en soit, ce développement durable, il est nécessaire. Et si les soins de santé ne s'inscrivent pas dedans, c'est comme si nous-mêmes nous moquions de ce que nous faisons. Et ça, ce serait intolérable, à mes yeux en tous les cas. Merci de votre attention. Merci, Dr Le Tesson, pour ce moment inspirant, en fait, tout simplement. Et par ailleurs, j'aime beaucoup la synergie entre votre exposé et quelque part le visuel qu'on a voulu mettre au travers de ce festival durable. On voit bien ces mains d'un soignant qui prend en main la planète, tout simplement. Effectivement. Et du coup, je pense, vous nous avez vraiment convaincu sur l'importance et le rôle d'un secteur hospitalier dans le cadre de développement durable. Alors, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions pour le docteur Le Tesson, je vous écoute. Je descends dans le public. Ouais, il y a eu donc la même question par rapport à ce que nous étions en train de faire sur le développement durable actuellement avec le groupe de travail. Alors c'est encore un peu tôt pour pouvoir le citer, cela, parce qu'on est en phase justement de développement, notamment des choix de partenaires. Mais on a fait cette espèce de carte des points forts et des points faibles que nous avions, et j'ai été particulièrement surpris et heureusement surpris, puisque c'est un groupe de travail qui réunit pas des médecins ou des infirmières, mais tout le monde dans l'hôpital. Et ça, c'est très important d'avoir justement des groupes qui viennent à la fois de la logistique, à la fois des cuisines, à la fois de l'administratif, des paramédicaux, de la kinésithérapie, de la pharmacie ou des médecins. Et ça, c'est primordial d'avoir justement cette globalité. Et quand on a croisé les vues, on s'est rendu compte qu'on faisait déjà pas mal de choses, vraiment pas mal de choses. Mais qu'il y a toute une série de points sur lesquels on peut agir mieux, toujours mieux. Alors, je ne vais pas les citer ici. Pourquoi? Parce que c'est toujours en cours de travail. Donc, je ne vais pas commencer à dévoiler les choses qui sont en train d'être mises en place, parce que ce serait prématuré. Mais c'est en cours et dans les mois qui viennent, des stratégies vont être mises en place et il va y avoir une communication qui sera réalisée pour que les choses puissent être partagées et donc, au final, faites. J'avais participé à ce groupe de travail-là et c'est vrai qu'on n'a pas eu après, il y a eu le corona qui est arrivé, donc c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas vraiment eu de suivi après avec tout le monde. C'est une structure qui a été reprise dans le cadre d'un développement lié à la région en réalité, qui donne un financement pour pouvoir faire justement une espèce d'approche intégrée liée aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont vraiment une vision vers 2030 en point de mire pour pouvoir essayer de développer tous ces axes-là en parallèle. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons actuellement en tous les cas.
Oui, si je peux me permettre simplement un petit complément d'information. Effectivement, les groupes de travail qui ont été mis en place depuis déjà quelques années ont lancé toute une série de pistes, d'initiatives, de projets qui sont déjà pour certains en place. Et comme le docteur Le Tesson vient de le dire, effectivement, nous sommes accompagnés avec une structure externe financée par la région wallonne qui vont nous permettre de nous définir un plan d'action structuré sur base justement des recommandations de l'OMS. Donc voilà. Une deuxième question. D'abord, merci pour votre exposé, docteur. Merci à vous. Vous êtes un vulgarisateur brillant, c'est pas du tout péjoratif et super concerné. Voilà. Vous avez évoqué les déchets, c'est un point important. Moi, je me posais la question spécifique du plastique et donc tout ce qui n'est utilisé qu'une fois et puis jeté. Avant, on avait des salles de stérilisation et on réutilisait le matériel. Désormais, voilà. Donc là, je sais qu'il y a un tri particulier, mais la quantité est absolument effarante. Elle est faramineuse, effectivement, notamment dans tout ce qui est le packaging autour, en réalité. D'où cet effort de pouvoir avoir des dispositifs qui sont empaquetés juste comme il le faut, ou parfois pas par device unique. C'est surtout ça le problème. Alors, on comprend l'aspect stérile qu'il y a derrière, hein, avec un packaging unique, forcément, quand on l'ouvre, on est tranquille, et les autres qu'on devrait utiliser, on doit de nouveau les ouvrir, et ils ne sont pas destérilisés. Je pense qu'au niveau du plastique, il y a toute une réflexion à avoir sur la nécessité absolue d'utiliser ce plastique et d'utiliser les alternatives. Et ça demande aux industries de s'y pencher et c'est notre rôle de les pousser à cela, notamment avec toute une série de choix que l'on peut faire quand on décide d'avoir un marché. On essaie de pousser, il y a une volonté de pousser vers cela pour un peu forcer la main en quelque sorte. Parce que si ça ne vient pas du bas, tant que ce sera profitable au-dessus, il n'y a pas de raison que ça change, malheureusement. Donc c'est vraiment du bas. Et c'est pour ça que chaque action est importante. C'est là qu'il y a le penser globalement, agir localement. Et donc c'est ça qui est vraiment important à voir. Oui, et je compléterai même avec des initiatives qui sont en cours actuellement à l'hôpital. La Citadelle vient de s'inscrire justement dans une double démarche. D'une part, pour les démarches des dispositifs médicaux qui contiennent du PVC. En fait, nous commençons depuis maintenant, un petit peu avant, en fait, avant les vacances, une démarche de tri du matériel médical qui contient du PVC. Il faut savoir que le PVC peut être intégré dans des processus de recyclage et de réutilisation. Et donc, on est, je pense, un des premiers, si pas le premier hôpital à faire cette démarche en Wallonie. On a des exemples à Bruxelles et en Flandre, mais on est le premier hôpital à rentrer dans cette démarche de test pour essayer justement d'optimiser, indépendamment effectivement de la recherche et de la sélection du matériel spécifique en amont au travers des marchés. Mais une fois que le déchet est là, on essaye effectivement de le traiter. Alors, il y a certains déchets pour lesquels c'est incompressible, c'est lié aux pratiques, à la sécurité, à l'hygiène des pratiques, mais certains matériaux ou certains composants de matériaux peuvent être recyclés. PVC est un bel exemple. Le docteur Le Tesson a parlé tout à l'heure du recyclage de certains métaux au bloc opératoire. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un projet qui s'appelle le projet des petits doudous qui permettent en fait de valoriser au travers de la récupération de certains métaux utilisés au bloc opératoire et ça nous permet de financer un projet et une approche spécifique pour les enfants qui doivent passer au bloc opératoire en fait. Donc ça c'est un exemple. On travaille également beaucoup, vous l'avez peut-être vu dans l'hôpital, sur des campagnes de tri des PMC par exemple. Donc là effectivement on fait vraiment des grosses campagnes pour essayer justement de mieux trier les déchets qu'on produit dans l'hôpital et de les envoyer vers des filières spécifiques en fait. Voilà. Je passerai au couvert les différents en fait, processus et filières de déchets. Il suffit simplement d'aller voir sur nos quais de traitement de déchets. En fait, on a quasiment une centrale de tri type Atradel sur nos quais avec une filière pratiquement par type de déchets. Et donc, on est vraiment très attentif à la gestion des déchets à la Citadelle. Oui. D'autres questions ? Moi, j'ai
Peut-être une toute dernière question. Donc, en termes de prise en charge de nos patients, est-ce que, docteur Le Tesson, vous voyez une évolution des pratiques médicales qui aurait un impact direct sur tout ce que vous venez de présenter, à la fois la question relative des déchets, les énergies? Est-ce que les tendances de la médecine aujourd'hui sont de prendre en charge justement ces réflexions autour du développement durable? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que la prise en charge des patients est en train de se modifier tout doucement. Ne serait-ce que dans l'approche qu'on doit avoir avec le patient, il y a eu une époque où on a généré une espèce de surspécialisation qui était nécessaire pour pouvoir être expert dans certains domaines. Mais cette surspécialisation a comme défaut de transformer le patient en sa pathologie. Et là, c'est un point qui est en train de revenir, notamment parce que le patient s'approprie de plus en plus, en réalité, sa propre santé, notamment avec tous les dispositifs modernes et techniques qui existent actuellement. Et ça génère en fait une nécessité de prendre le patient pour ce qu'il est et pas pour sa maladie. Et ça, c'est déjà un point très important pour une espèce d'égalité de traitement. Parce que les gens s'appropriant cela, ils deviennent acteurs de ce qu'ils ont. Et ça permet d'avoir un dialogue plutôt qu'une station de « je suis au-dessus et le patient est en train d'être traité par mes propres soins ». Mais derrière ça, je pense que justement la Citadelle étant dans un processus de volonté de développement durable, nous agissons par l'exemple, on va dire cela comme ça. Et je pense que c'est l'exemple que nous devons donner à nos patients en justement gérant cela. Ne pas laisser tout allumer en permanence. Les patients et les gens, d'une manière générale, vont voir cela. Et si ce n'est pas par l'exemple qu'on le montre, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Parce qu'avoir le patient devant soi qui a un problème de santé grave, lui faire la morale sur « il faut couper l'électricité chez vous », il ne veut pas l'entendre. Et c'est normal. La volonté, c'est de montrer par l'exemple, par la façon dont nous travaillons, dont nous faisons les choses, que je pense que nous pourrons avoir un effet à l'extérieur. Comme, par exemple, un exposé comme aujourd'hui, comme un festival pour l'instant, qui permet d'ouvrir cette démarche à l'extérieur. Et donc les patients le voient, et petit à petit, ça doit faire son chemin dans l'esprit. Ok, mais j'adore votre conclusion parce qu'effectivement, ça rejoint notre campagne du Festival durable à la Citadelle. Donc, je vous invite aujourd'hui à prendre connaissance des différentes activités qui sont proposées. Donc, comme vous avez cité déjà tout à l'heure quelques exemples d'actions qu'on va mener durant les prochaines semaines. Je vois, il y a une affiche ici derrière. On va proposer des ateliers pour valoriser les déchets alimentaires, par exemple. On aura une journée spécifique pour la découverte de l'apiculture et le monde des abeilles et la biodiversité. On proposera par la même occasion de mettre en valeur un prochain projet qui est la mise en place d'un verger didactique sur notre site. On va proposer également la visite de la cogénération et donner, pour les personnes qui le désirent, des conseils sur justement les bonnes pratiques. Vous avez parlé de promotion, de sensibilisation. C'est au travers de ces différentes activités qu'on va amener tout doucement la réflexion au travers d'actions, de mesures de promotion, justement pour sensibiliser effectivement à la fois nos médecins, nos collaborateurs, mais également nos patients et leurs familles. Je vois peut-être encore une question. Est-ce qu'on a pensé à inclure les enfants hospitalisés? Parce que souvent, les enfants sont plus réceptifs et ils peuvent aussi éduquer un peu les parents. Donc, est-ce qu'on a pensé à faire quelques actions avec eux? Frédéric a peut-être... Non, vas-y. Okay. Oui, effectivement, en fait, lorsqu'on mène des actions à l'hôpital, ici à la Citadelle, on essaye toujours d'avoir un focus à la fois orienté vers les professionnels, ça c'est certain, mais on essaye toujours d'associer en fait les patients. Je vais prendre plusieurs exemples. Exemples vraiment récents. En fait, ici, le quartier vient d'organiser une campagne de sécurité routière. Il s'est passé il y a une dizaine de jours. Mais en fait, on a proposé au service de pédopsychiatrie de rentrer dans ces activités. Donc, on a vraiment fait le lien entre l'activité de l'hôpital et le quartier. Alors, sécurité routière, vous allez me dire, ça n'a peut-être rien à voir avec le développement durable. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le développement durable, ça repose sur les trois piliers qui sont l'économique, l'environnemental et le social. Et dans le social, il y a la partie partenariat qui est quelque chose d'essentiel, en fait. Un deuxième exemple que je peux citer, c'est pas plus tard que
dans le cadre de la promotion de la mobilité douce et de l'utilisation du vélo, j'ai une ergo du service pédopsychiatrie qui m'a contacté en me disant ben voilà, on aimerait en fait sensibiliser et proposer à un jeune qui est hospitalisé pour l'instant chez nous à l'utilisation du vélo, parce qu'en fait, en lui posant la question à ce jeune, on lui a dit ben, c'est quoi ton rêve en fait, et la personne a répondu, le jeune a répondu ben, c'est apprendre à rouler à vélo en fait. Et en fait, on a rebondi tout de suite dessus, on m'a contacté en disant ben voilà, j'aimerais bien, au travers des activités des patients de pédiatrie, proposer cette activité. Mais en fait, l'hôpital a financé toute une série de vélos pour justement mettre les gens en selle. Ben, j'ai dit pas de problème. Et donc j'ai mis à disposition le vélo pour le service de pédopsychiatrie pour justement faire de l'apprentissage et faire de la promotion de la mobilité douce. Là, par exemple, des exemples qui sont concrets. Un autre exemple qui est la réalisation d'hôtels à insectes, par exemple. L'année passée, en fait, on a récupéré du matériel qui avait été utilisé dans le cadre de la crise Covid. On avait des grosses infrastructures, si vous vous souvenez, avec des box de consultation à l'extérieur, etc. Et on a en fait réutilisé le matériel qui avait été utilisé à l'époque. On en a fait un hôtel à insectes, et au travers de cet hôtel à insectes, en fait, on en a fait des activités avec les enfants de pédopsychiatrie, justement, pour constituer l'hôtel à insectes et faire de la sensibilisation sur la biodiversité en fait. Donc au travers des différentes activités, dès qu'on le peut, en fait, on invite, on sollicite les services justement pour faire de la sensibilisation. Et c'est vrai que la pédiatrie est souvent concernée dans ces campagnes en fait. J'aurais pas dit mieux. Merci. D'autres questions peut-être ? Nous vous remercions de votre participation, votre écoute. On reste à votre disposition après cet exposé si vous avez d'autres questions relatives à ces beaux projets. Merci à vous.